Bonjour et bienvenue pour cette table ronde sur l'ambiguïté de l'information avec Yannick Rumpala, Christian Léourier et Jean-Daniel Brech. Donc cette table ronde suit le fil rouge de l'information. Donc l'idée générale étant de réfléchir à la question de l'information sous toutes ses formes, notamment surtout traitée par la science-fiction. Et donc pour ce sujet-là, le sens que nous avons choisi de donner à cette formulation est le suivant. Donc si on se situe dans le futur ou dans une galaxie très très lointaine, tout le monde parle anglais, ou plus exactement, une langue standard s'y impose de manière conventionnelle et uniformise les interactions et les échanges. Pourtant, la réalité culturelle de notre propre espèce correspond moins à une unification qu'à une diversification. Différenciation, mutation, évolution de la langue. Et notre propre langue, d'ailleurs quelle qu'elle soit, sonne différemment à nos oreilles maintenant, ou si on se situe il y a 3-4 siècles. Les évolutions sont marquées de fait dans les différents états de notre langue. Et donc ce qui vaut pour le temps vaut potentiellement encore plus pour l'espace. La question de la compréhension devient parfois un enjeu crucial des récits et des représentations de science-fiction. Et dans un contexte notamment de premier contact extraterrestre, voire de contacts répétés, mais quand c'est problématique, ou lorsqu'on est confronté à une question archéologique, ou encore dans des situations de relations culturelles prolongées, eh bien, la question de la langue, mais surtout de ce que la langue véhicule de représentation et de questions culturelles devient essentielle. Alors, dans cette mesure, il me semble que la science-fiction nous invite à réfléchir à ce que signifie vraiment comprendre et donc traduire lorsqu'on est confronté à une langue différente de la nôtre. Problème redoublé, évidemment, lorsque nous-mêmes nous sommes confrontés à un texte traduit et peut-être que nous aborderons en partie ici la question de la traduction, justement, et de ce qu'est produire un texte dans toutes ses ambiguïtés en science-fiction. Alors pour jeter des lumières sur cet ensemble de questions, nos invités vont pouvoir nous aider. Yannick Rumpala, qui est maître de conférence en sciences politiques à l'Université de Nice et dont les recherches portent sur les reconfigurations politiques dans le domaine de l'environnement et dans la perspective d'un développement durable. Travaux qui ont notamment été publiés dans un ouvrage qui s'appelle Développement durable ou le gouvernement du changement total, mais il s'intéresse actuellement au processus de construction d'alternatives sociales et écologiques à travers des formes d'expérimentation et de projets tendant à se situer à l'écart de l'État et du marché, et d'autre part dans l'imaginaire politique de la science-fiction, ce qui notamment se lit dans Hors des décombres du monde, écologie, science-fiction et éthique du futur. Christian Léourier, écrivain, qui a fait ses débuts dans la collection Hier et Demain avec Les Montagnes du Soleil, a proposé un cycle qui a été réédité, qui est disponible, vous en voyez les couvertures notamment qui tournent, un cycle qui est une réflexion considérable sur ce que signifie l'idée d'une expansion humaine, d'une diversification culturelle à travers l'espace, le cycle de Lanmeur, et il a produit également, édité récemment, 2 romans, Elstride, qui est finaliste du prix Utopial, et La lyre et le glaive, qui est une incursion dans la fantaisie pour lui. Enfin, Jean-Daniel Brech, qui est traducteur professionnel depuis une trentaine d'années, qui a été couronné par des grands prix de l'imaginaire, qui a traduit Orson Scott Card, Stephen King, Lucius Shepard, Ted Thompson, et qui est un collaborateur de la revue Galaxy, et qui a... Plus maintenant ? D'accord. Ah bah, je sais pas, c'est encore... voilà. Oui, non, bon, bref. Disons, qui, dans ses lettres de noblesse, a sa collaboration avec la revue Galaxy, et qui a édité notamment des textes de Poul Anderson dans un recueil qui s'appelle Orphée aux étoiles, qu'on voit d'ailleurs ici. Alors, donc une gamme de compétences et de connaissances qui va ici nous permettre d'aborder ce sujet. Et alors, je précise que ma pratique, là, vous êtes moins nombreux, ça sera possible, et de donner la parole au public à mi-chemin. Dans la table ronde. Donc, vous pouvez d'ores et déjà réfléchir à des questions puisque je vous tendrai le micro en cours de route. Alors, j'aimerais d'abord parler de barrières culturelles
la question de l'ambiguïté de l'information, de la difficulté de transmettre certains éléments et de réfléchir à ce que signifie la langue comme instrument ou comme obstacle, éventuellement. Et alors, j'aimerais commencer par une question relativement simple, pour vous demander ce que vous pensez de la logique d'un galactique standard ou d'une langue unifiante qui permettrait, en quelque sorte, de subsumer toutes les communications et toutes les discussions. Alors, Christian Léaurier, en premier. Oui, alors effectivement, dans la plupart des romans de science-fiction, on communique avec les extraterrestres assez simplement, soit parce qu'il y a une langue commune, le galactique, soit parce qu'il y a des machines qui traduisent. C'est déjà un postulat qui est gonflé, parce que ça suppose que la communication dans d'autres espèces passe par un langage tel que nous le concevons, et qui plus est un langage parlé, c'est-à-dire ce qui suppose déjà ne serait-ce que certaines aptitudes physiologiques. Bon, alors on va faire abstraction de ce présupposé en considérant que c'est un acquis, hein, parce que sinon ça nous entraîne dans des schémas beaucoup trop compliqués. Alors, est-il possible qu'il y ait un galactique standard ? Je répondrai, c'est encore une fois dans ce cadre-là présupposé, oui, puisque nous en faisons l'expérience nous-mêmes. Il y a une langue qui s'est imposée dans le monde entier, et le galactique standard sera la langue de la civilisation la plus forte, et de la culture qui dominera toutes les autres. Donc il y a aussi une dimension éthique, potentiellement, dans cette question d'une langue dominatrice. Éthique et politique, oui, tout à fait. Yannick Rumpala. Un cas alternatif, peut-être, ça c'est celui qu'on trouve chez Ian Banks, avec le marin, qui pour le coup est une forme de langue qui ressemble au galactique standard, qui présuppose une forme de communauté de valeurs et de culture, mais qui pour le coup est conçu pour ne pas avoir l'aspect domination dont vous parliez auparavant. Et le marin, qui est une langue extrêmement sophistiquée, a l'avantage de permettre de communiquer aussi entre donc des humains et des non-humains, voilà, et avec l'aspect... en tout cas, l'absence de domination qu'on trouve dans le galactique standard, qui pour le coup impose une langue à d'autres entités. Parce que c'est souvent les adversaires de la culture qui peuvent critiquer justement la position du marin, qu'ils voient comme une langue élitiste et problématique. Mais inversement, effectivement, il y a des nuances dans le marin qui ne peuvent plus être traduites de sa sophistication. Mais en tout cas, à l'intérieur de la culture, la langue a pour ambition d'éviter un certain nombre des inconvénients qu'on disait auparavant sur l'aspect qu'une culture l'emporte sur d'autres et puisse véhiculer avec des formes de domination. Et dans les deux cas, on a cette posture de l'idée que la langue va refléter une certaine attitude culturelle, impérialiste ou au contraire inclusive et ouverte. Est-ce que Jean-Daniel Brech veut réagir ou... D'abord, je ne suis pas tout à fait d'accord. Il y a quand même quelques écrivains de SF qui ont essayé de concevoir des langages totalement autres qui dispensaient du galactique standard. Et bon, je pense à l'auteur que je connais le mieux, puisque je travaille depuis des années, qui est Poul Anderson. Dans un de ses romans, il y a une colonie qui est fondée par deux espèces différentes, les Terriens et les Yttriens, qui sont des êtres ailés, extrêmement puissants, très territoriaux, mais qui ne vivent pas exactement dans les mêmes conditions de pression et d'atmosphère, etc., même si nous respirons la même atmosphère. Et donc, les Terriens, grosso modo, sont dans les plaines, et les Yttriens sont dans les montagnes. Et il se passe que, comme chaque fois que deux cultures partagent le même territoire, même si chacune a droit à son intimité, il y a des séductions, et il y a des jeunes terriens qui se piquent de devenir des oiseaux. Et ils apprennent petit à petit à balbutier, puis à maîtriser le langage des Yttriens, qui n'est pas seulement un langage verbal, mais qui peuvent transmettre, manifester leurs émotions par divers mouvements de leurs plumes, de leurs ramiges, par des émissions de phéromones, etc., que les jeunes terriens essaient de reproduire par des moyens artificiels. Et là, c'est un langage qui, évidemment, dans un texte écrit, est très difficile à transcrire, mais au moins, on a une approche de l'altérité. Parce que le langage universel
déjà, il y a eu des tentatives dans le monde, dans notre civilisation, pour établir ça. Ça n'a jamais fonctionné. Le volapük, l'espéranto, il y a des gens qui continuent à cultiver ça, mais le commun des mortels n'en a jamais entendu parler. Et par contre, il y a un autre langage, une tentative de langage universel. On peut parler de langage, plutôt disons de mise sur pied de dictionnaires sans aucune ambiguïté, dans un domaine très réduit, mais qui nécessite une transmission des informations très précises, c'est le domaine de la météorologie. Alors là, je répète des idées des informations que m'a donné mon ami Jean-Claude Dugnac, que je défends peut-être, mais vous êtes dans un aéroport à Toulouse, par exemple, vous avez un message à transmettre à l'aéroport de Dallas sur des conditions météo très précises en un point de l'Atlantique où il y a des avions qui vont passer. Vous envoyez votre message en français, par souci de rapidité. C'est reçu en français au Texas et ils ont un dictionnaire qui le traduit sans aucun risque d'erreur, parce que ça a été conçu pour. Un terme en français correspond à un terme en anglais, un terme espagnol, et vice-versa. Et le même terme espagnol correspond au même terme français. C'est une ébauche. Mais ce n'est pas un langage qui est né naturellement, entre guillemets. Il n'est pas né par la confrontation ou le mélange de deux cultures. Je ne vous apprends rien en vous disant que la langue française contient des mots d'origine latine, celtique, franque, anglaise, arabe, etc. Ça s'est fait petit à petit. Et on y reviendra, ce que tu disais tout à l'heure, il nous serait absolument, très difficilement, sauf si on n'a pas éduqué pour, de communiquer aujourd'hui avec un voyageur temporel venu de l'époque de François Villon. Il n'y aurait aucune incompréhension. Aucune compréhension. Il y a un autre langage universel que nous connaissons, qui est le langage mathématique. La question qui se pose à propos du langage mathématique, c'est de savoir s'il reflète une réalité objective ou s'il reflète le fonctionnement de notre propre cerveau. Et bon, je n'ai pas la réponse, je ne vous la donnerai pas, mais je crois que la problématique est bien posée aussi par ce langage, parce que est-ce qu'un extraterrestre comprendrait nos mathématiques? Quand on a envoyé des sondes avec des messages dans l'espace, on a essayé de trouver un code. Si vous allez à côté, c'est exposé. C'est basé sur la mathématique. Est-ce qu'ils vont comprendre? On n'en sait rien. Là, je crains de ne pas avoir la réponse avant de mourir, mais peut-être qu'un jour, on l'aura. Il y a un exemple, ça me fait penser à un classique de la science-fiction, qui est justement une histoire de premier contact. La situation classique, un vaisseau terrien tombe sur un vaisseau extraterrestre, comment faut-il communiquer? Ils essaient diverses choses. Bon, ils s'aperçoivent que ce sont des extraterrestres qui sont plus ou moins semblables à eux, c'est-à-dire qu'ils captent des informations par les sens, par les yeux, par les oreilles, etc., par les mêmes sens que nous. Et comment leur montrer, comment faire le petit point de contact? Eh bien, il leur montre la table périodique des éléments, en disant que c'est quelque chose qui a des chances d'être universel, et qu'il leur suffira de voir ceci pour comprendre comment on représente un atome. Une fois qu'ils auront identifié l'atome de carbone, ils sauront déchiffrer notre système décimal, parce que chez eux, l'atome de carbone a c'est de la physique classique, c'est un texte des années 50-60, ils savent que le même nombre de neutrons, de protons, d'électrons, etc. Pour l'auteur, c'était une première ébauche. Et ça a été, lorsque ce texte a été publié, tout le monde s'est extasié. C'était le premier à penser à ça. Alors là, de ce point de vue-là, il y a un effet d'accumulation possible par rapport à la table ronde qu'on a faite hier. Donc l'idée est de prolonger aussi le raisonnement. Il a été question de la table périodique des éléments hier dans une perspective qui était la question de la compréhension de la nature même du monde du point de vue de la physique. Dans quelle mesure est-ce qu'on pouvait supposer que l'information était à la racine de l'univers? Alors la réponse était plutôt négative pour nos intervenants, mais c'est pas tellement la question là. C'est que si la table périodique des éléments était mentionnée hier, c'était dans une réflexion qui associait l'idée que on peut effectivement trouver des choses qui sont des données fondamentales. En gros, si on a besoin d'une seule information pour construire la table périodique des éléments, nous expliquait Raphaël Granier de Cassagnac hier. Mais ce que disait aussi Raphaël Granier de Cassagnac, c'était que, en fait, il y a des degrés de complexité
qui interviennent au-delà de simplement ce type de configuration-là, qui font qu'en réalité, la production d'une théorie qui va permettre de réfléchir en totalité à l'information, aux différentes interactions qui se créent dans la physique, l'idée d'une théorie unificatrice est assez loin éloignée. Et en l'occurrence, si on l'applique ça à la question de la communication, de la transmission d'informations par un langage, eh bien ce rêve ou cet objectif d'une mise à plat de la communication à partir d'une unité mathématique fondamentale, c'est à la fois une très bonne astuce de compréhension et en même temps c'est quelque chose qui, en un sens, va repousser le problème qui est le problème des interactions. C'est-à-dire le fait que la langue n'est pas seulement un instrument justement de communication, mais qu'elle a de très nombreuses fonctions supplémentaires et que dans ces fonctions supplémentaires, il y a la transmission d'une culture qui va créer des boucles d'interaction et de rétroaction complètement différentes. C'est-à-dire qu'il y a de très nombreuses perturbations qui vont intervenir. Et donc si on suit un peu, on part de cette analogie avec la physique, donc l'idée qu'on est face à des systèmes complexes dans la communication et dans la maîtrise du langage. Justement, donc je relance un questionnement qui va être celui de justement dans quelle mesure la langue va servir. Enfin, quand je dis la langue, c'est pas forcément des langues inventées, hein, ça peut intervenir, mais dans quelle mesure ce qui est présenté dans les récits de science-fiction va faire se rencontrer la question de la langue et la question de la culture. C'est-à-dire la question de ce qui est représentatif pour la culture. Et là, je pense, je vais donner un simple exemple et puis vous ajouterez tout ce que vous souhaitez là-dessus. Je pense, par exemple, au terme de Kémer dans La main gauche de la nuit de Ursula Le Guin. Le principe du Kémer, c'est finalement quasiment la recherche de tout le roman, c'est comprendre ce que ça veut dire. Alors qu'on peut le traduire vaguement. C'est une espèce de transformation, le fait qu'on puisse passer d'un sexe à un autre. Mais en fait, cette logique-là se relie à de telles ramifications culturelles qu'en fait, il y a un effet de complexité tel qu'il n'y a pas assez d'un roman pour véritablement faire le tour de la question. Donc, langue et culture. Je vous relance maintenant la question, en espérant vous avoir pas... Moi, je pensais à un livre que j'ai traduit il y a quelques années. Il est question aussi de communiquer avec des extraterrestres, mais c'est dans un contexte très particulier, puisque le livre raconte, entre autres choses, il y a plusieurs intrigues, mais raconte l'atterrissage en catastrophe d'un appareil, d'un astronef extraterrestre, quelque part en Allemagne, mais au Moyen-Âge. Je ne sais plus si c'est le haut, le bas Moyen-Âge, je ne me souviens plus de la période. Pour situer, le prêtre du village était un disciple de Guillaume d'Occam et qui continue, tout en risquant d'être jugé pour hérésie, qui continue à entretenir cette philosophie. Et ça joue sur plusieurs niveaux, c'est-à-dire que le lecteur d'aujourd'hui qui a affaire à un livre de science-fiction, d'autant que cette intrigue-là est imbriquée dans une autre intrigue qui se passe à notre époque et qui décrit les efforts d'un cliologue, c'est-à-dire quelqu'un qui étudie l'histoire de façon scientifique avec des outils statistiques, qui s'est aperçu qu'il y avait une anomalie, puisque après la peste noire qui a ravagé l'Europe, les villages qui avaient disparu ont été reconstruits au même emplacement, sauf un. Je me suis dit, comment se fait-il qu'il ait échappé à la règle générale? Et en fait, c'est le village qui a été visité par les extraterrestres, où il s'est passé des choses bizarres. Donc il y a un premier niveau d'intrigue où il essaie d'enquêter, pendant que sa femme physicienne enquête sur un truc assez tordu qui finalement a des rapports avec le système de propulsion des extraterrestres. Donc c'est un bouquin extraordinairement compliqué et riche où la question est de savoir comment je communique avec l'autre, je étant le curé du village qui est trop éclairé pour se rendre compte, pour penser qu'il a affaire à des démons. Il voit bien que ce n'est pas des démons, ça ne correspond pas aux descriptions des livres saints, ils veulent communiquer, etc. Il y en a même qui veulent se convertir au christianisme, donc c'est quand même étonnant. Le cliologue, comment je peux communiquer avec ces personnes d'il y a quelques siècles par l'intermédiaire des documents que j'ai, et comment je peux communiquer avec mon épouse qui est en train de s'éloigner de moi parce qu'on est tous chacun absorbés par son travail, alors qu'en fait ils se rendent compte à la fin qu'ils cherchent la même chose. Et les extraterrestres, qui eux sont naufragés, voudraient bien repartir. Est-ce qu'ils y arriveront? Comment je peux communiquer avec ces indigènes pour qu'ils m'aident à rassembler les matériaux? Bon. Et tout est question de communication dans ce bouquin, c'est à plusieurs niveaux.
mais c'est pas strictement une question de langage, c'est une question comment dirais-je, de compréhension ou d'appréhension de la culture de l'autre. À 4 niveaux, enfin 3 ou 4 niveaux, quoi. Ta question postulait aussi un lien entre langue et culture, ce qui est une vision quand même plutôt humaine. Je voyais passer la couverture de Solaris. Après tout, on pourrait imaginer des entités qui ne se situent pas dans un univers de référence qui comporte une culture et qui, pour le coup, doivent trouver des formes de médiation qui ne fassent pas appel à des langages courants. Et Solaris donne un exemple d'une entité, pour le coup, de taille planétaire, qui doit trouver d'autres intermédiaires pour communiquer et qui se saisit des formes de représentation humaine pour construire quelque chose qui ressemble à une forme de communication, avec toutes les ambiguïtés, pour le coup, que les humains subissent, puisqu'ils ne comprennent pas les rémanences qu'ils voient apparaître autour d'eux. Question, oui. Alors, l'imbrication de la culture et du langage, c'est quand même quelque chose d'essentiel. C'est-à-dire que chaque culture produit ses concepts. Alors, tant qu'on est au ras des pâquerettes, bon, une table, je suppose que c'est la même pour n'importe quelle culture. En revanche, si on commence à parler de sentiments ou de notions philosophiques, on va avoir là, effectivement, quelquefois, des problèmes à traduire. On me suis laissé dire que le cogito est très difficile à traduire pour les Chinois parce que le concept du je n'est pas le même pour eux que pour nous. Donc effectivement, c'est très lié. Tu as raison, c'est très lié au langage. À l'idée que nous faisons que la culture se transmet par le langage. Pour nous qui écrivons, c'est encore pire parce que c'est une double fusée, quoi. Nous utilisons du langage pour parler du langage de ceux qui vont utiliser le langage. C'est quand même donc voilà, il nous faudra un métalangage dont on sait que c'est pas possible. Mais alors l'un des instruments justement, c'est pour construire ça du point de vue de la science-fiction, c'est la production de ce qu'on appelle ce qu'on peut appeler des xénolectes, enfin des mots fiction, des mots qui vont refléter quelque chose de difficile à traduire, de difficile à saisir, qui va correspondre à un nouveau concept. Je parlais de Kemmer tout à l'heure, mais on en produit, y compris d'ailleurs pour des logiques qui ne sont pas des logiques spécifiquement culturelles, mais c'est pour envoyer un référent qui est absent. Et cette production-là, c'est la production du xénolecte, est-ce que vous l'envisagez dans une logique de lecture comme un instrument opacifiant en quelque sorte, parce que c'est une des difficultés de lecture pour les gens qui n'aiment pas ou qui ont du mal avec la science-fiction, c'est le fait qu'il y ait des mots bizarres dedans. Dans quelle mesure est-ce que c'est quelque chose qui rend opaque, ou dans quelle mesure est-ce que ça transmet des informations spécifiques? La première fonction, c'est d'être un panneau indicateur. C'est de dire en quelque sorte, attention, là, vous avez affaire à une culture qui n'est pas la vôtre, qui a développé ses propres concepts, et cette culture est tellement différente qu'on n'arrive pas à traduire le concept, on est obligé d'employer le mot. L'exemple du Kemmer est très, très bon, puisque c'est ça, en gros... on approche de la notion, mais on ne sait pas la vivre de l'intérieur, puisque notre propre corps et notre propre physiologie ne correspond pas à ça, et par conséquent, notre culture qui est adaptée à notre corps ne correspond pas à la culture des extraterrestres en question. Bon, cela dit, il n'y a pas besoin d'aller chercher chez les extraterrestres. Il y a des mots... alors, c'est pas ma langue, c'est une langue que je pratique pas, donc je fais peut-être une erreur, mais connaissez-vous le mot allemand, sauf à ma part, qui s'appelle Schadenfreude? Oui, la Schadenfreude, oui. Schadenfreude. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un concept. Vas-y, tu expliqueras mieux que moi. Oh là, en fait, c'est le fait de pouvoir tirer du plaisir du malheur d'autrui, voilà, c'est ça. Donc, en France, on n'a pas de mot pour dire ça, mais c'est un sentiment qu'on connaît. On se réjouit. Ah tiens, je le déteste. Je déteste l'équipe de machin. Ils se sont fait battre. Ils ont pris une pâtée. C'est bien fait pour eux. Voilà. Mais les Allemands ont un mot pour ça. Alors ça, un vieux souvenir de lecteur. Il y a des années de ça, j'ai lu un roman de Yukio Mishima qui s'appelle Le marin rejeté par la mer. Donc j'ai lu en français. Malheureusement, je ne parle pas le japonais. Et pour vous résumer très vite la situation, c'est une veuve qui vit avec son fils adolescent. Et cette veuve tombe amoureuse d'un marin qui fait escale dans sa ville et qu'elle a rencontré par hasard. Bon, ça finit très mal parce que le fils n'apprécie pas. Et donc, la première scène où ils viennent de se rencontrer, ils se baladent ensemble, ils vont dans un temple, et en parlant de la femme,
l'auteur écrit, cela lui rappela le lieu de leur première rencontre. Avec une petite note du traducteur, dans une vie antérieure. Alors je ne sais pas si le traducteur s'est planté, ou s'il existe vraiment en japonais un concept pour dire que tel mot concerne ce qui s'est passé dans une vie antérieure, mais là, ça ouvre des horizons. En français, il n'y a rien de tel, quoi, et en anglais non plus. Hein. Il faut savoir que Yukio Mishima, qui maîtrisait parfaitement l'anglais, au bout d'un certain temps, quand il a eu affaire à des retours sur ses traductions en français, en espagnol, en allemand, il a demandé à ce qu'il relise les traductions en anglais, il pouvait corriger, et que toutes les autres traductions soient faites à partir de la version anglaise. Donc, peut-être une erreur d'interprétation. Alors, si on inverse un peu la perspective, mais toujours en liant langue et culture, un certain nombre de textes de science-fiction, d'auteurs, ont envisagé la possibilité que le contrôle de la communication, le contrôle du vecteur de la communication puisse, de façon rétroactive, permettre le contrôle de la pensée. C'est un des postulats de 1984, l'idée que le contrôle du langage va permettre de contrôler la pensée, mais d'autres récits l'ont proposé, Babel 17, et on a les langages de Pao qui font l'objet d'une autre table ronde, mais également la logique de la programmation, c'est-à-dire dans Samouraï virtuel, Snow Crash, il y a cette idée qu'on peut, en quelque sorte, à travers le langage, accéder aux fonctions inférieures du cerveau et programmer en fait simplement par la parole des individus. Donc cette idée-là postule qu'il y aurait une sorte de possibilité de rétroaction de la langue vers la culture. Il faut le dire, dans 1984, il y a aussi cette idée qu'on peut atteindre une espèce de langue parfaite, parfaitement synthétique, en la réduisant petit à petit, ce qui n'est pas si loin de l'aspiration à la communication par le langage mathématique, mais évidemment pour des raisons éthiques très différentes. Que pensez-vous, comment interpréter, que dire sur cette hypothèse d'une rétroaction donc, de la langue sur la culture ? Qui est plus qu'une hypothèse, qui est confirmée par des travaux tout à fait académiques. Allons-y. Oui, bon, je suis pas spécialiste sur cette question-là, mais il me semble que ce à quoi tu renvoies, c'est la dimension performative, pour le dire avec des mots un peu plus jargonnants, quoi. Le fait que le langage construise aussi la réalité, et que tout langage contient une vision du monde et performe en quelque sorte la réalité. Donc, et c'est assez logique que quand on est conscient de cette hypothèse, on souhaite intervenir sur les mots pour conditionner effectivement certaines visions du monde. Et ce que fait Orwell avec la novlangue est un exemple emblématique et archétypique de ce type d'hypothèse classique. Oui, effectivement, là, on l'expérimente dans notre propre langage. Quand les clochards deviennent des sans-abri, puis des sans-domicile fixe, puis des SDF, il y a une progression de l'image que la société veut avoir de ces individus. C'est évident. Le langage permet... Alors, c'est pas automatique, c'est pas on appuie sur le bouton et puis mais le langage permet effectivement de contrôler plus ou moins la pensée par les concepts qui sont utilisés. On sait aussi que plus une langue est riche, plus elle a de niveaux et de nuances, plus la pensée, effectivement, va être nuancée, plus la pensée va être riche. D'où la tentation, quelquefois, de simplifier. Il y a eu toutes les études qui ont été faites aussi sur les langues de propagande, nazies ou autres, qui montrent qu'il y a fait ce cheminement-là. Donc, il y a entre la pensée, la culture et le langage, il y a un lien qui est très fort. Et contrôler le langage, c'est quelque part, effectivement, essayer de contrôler la pensée. Un autre exemple qui est très intéressant, c'est tu faisais référence à Ursula Le Guin, il y a aussi le Pravik, qui pour le coup conditionne la vision du monde. Pour rappel, donc, dans les dépossédés, les enfants n'ont pas le droit d'utiliser des pronoms possessifs, c'est-à-dire dire ma mère
ou dire utiliser des mots de ce type est banni parce que c'est considéré comme une forme de possession. Et dans la culture qui prévaut dans les dépossédés sur Anares, effectivement, toute forme de possession est interdite parce qu'elle est le véhicule d'un ensemble de valeurs qui sont considérées comme inadmissibles sur Anares. Et donc la manière de penser va jusqu'à modifier le langage pour empêcher que les pronoms possessifs soient utilisés et commence à véhiculer des formes de possession, y compris, même dans un lien affectif, dire ma mère qui peut paraître quelque chose de commun et pour le coup d'affectivement profond. Même ça, c'est interdit dans le Pravik sur Anares. D'où le sous-titre Une utopie ambiguë. En tout cas, c'est pas sa mère n'est pas une possession. C'est un lien de filiation, mais c'est pas une possession qui est envisagée. Et dans un registre un peu plus comique, la valeur en tant que propagande, d'une utilisation bien spécifique du langage, c'est la rhétorique de Donald Trump. C'est-à-dire, quand il a un ennemi, que cet ennemi soit une personne, une institution, un journal, etc., il ne se contente jamais de dire Hillary Clinton, il dit Crooked Hillary. Hillary la truande. Et il a affublé tout un tas de personnes de surnoms comme ça, qu'il assène chaque fois qu'il fait une réunion publique avec sa base. C'est The Fake New York Times. C'est Crooked Hillary. Il y a quantité d'autres exemples. Si vous lisez un peu la presse en anglais, je parle du Guardian notamment parce que c'est le seul qui est accessible gratuitement, vous verrez que c'est un discours de propagande et qui assène que ce n'est pas Hillary Clinton, c'est une truande. Encore et encore et encore. Il n'a pas renoncé, quoi. Il a aussi un surnom pour Obama, un surnom pour tous les gens qui le trahissent. Et comme là en ce moment ça va très très mal pour lui, il y a pas mal de républicains qui commencent à se dire que finalement cette procédure d'impeachment, il faut regarder ça de plus près, et ils les appellent des never Trumpers. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais été ses partisans, ils l'ont trompé dès le début, c'est des traîtres. C'est une vraie manipulation du langage. Bon, fin de la parenthèse. On est loin de la SF. Pas si loin, malheureusement. Alors, on va se tourner un petit peu vers la salle, si possible de faire circuler un micro. Il y a 2 questions ici. On va prendre 3 questions, pas plus. Donc, c'est vers le milieu, là. Je vous vois pas bien à cause de la lumière, donc... Merci. Et bonjour. Plus un complément qu'une question sur Ursula Le Guin. Si vous voulez vous lever juste un instant pour qu'on... Voilà, merci. Donc, concernant Ursula Le Guin, elle était mariée à Charles Le Guin, qui est un breton. Gwen en breton veut dire blanc. Et elle a employé quelques mots bretons dans son œuvre, par exemple Awen pour imagination. Et là, vous parliez de Kamer. En breton, Kam veut dire changer, modifier, changement, modification. Je serais très surpris si on venait me dire que c'était un hasard. Hein. Voilà. Donc c'était juste un complément sur ce terme-là. Voilà. Donc ce qui ouvre la possibilité qu'il y ait un usage délibéré justement d'une langue déjà existante, mais avec cette idée de chercher du sens dans une autre langue. En fait, ce qui n'est pas tellement différent de ce qu'on fait fondamentalement par dialogue avec les autres langues. C'est-à-dire l'usage du franglais qui peut être irritant par moment correspond aussi à cette logique d'aller saisir dans un terme, un peu comme tu disais pour le Schadenfreude tout à l'heure, de saisir dans un terme une réalité qui n'a pas son équivalent, du moins qui n'est pas traduite de façon équivalente. Voilà. Mais de ce point de vue-là, il y a tout de même une spécificité de la science-fiction à cet égard, ou spécificité qu'elle partage peut-être en partie avec la fantasy, qui est celui de la production justement de termes qui vont servir à la fois à suggérer qu'une réalité existe, parce que si elle n'existait pas, pourquoi inventer un nouveau terme, et en même temps d'avoir des effets de production à partir de ce terme, parce qu'il peut y avoir des ramifications. Dans la logique du Kamer, je me souviens plus exactement la chose, mais il y a des dérivations à partir des mots fictions qui sont inventés, qui ensuite irradient dans tout le texte. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de pratiquer ça, Christian, un petit peu de... Oui, moi j'étais confronté effectivement à plusieurs reprises à la nécessité d'inventer des termes, ne serait-ce que des toponymes ou des noms de personnages, et le faire d'une façon pas complètement arbitraire, parce que
ça nuirait à la cohérence. Pour que ce soit effectivement crédible, il faut que une langue ait un fond commun, des racines communes. Donc, j'ai utilisé aussi les racines celtiques dans certains romans. J'ai utilisé les racines norroises ou islandaises dans d'autres romans, de façon à laisser une cohérence au langage supposé dont on ne voyait un petit peu que la partie immergée de l'iceberg à travers des toponymes ou des noms propres. Récemment, oui, je l'ai toujours d'ailleurs parce que j'ai pas fini de traduire le livre. J'ai fait une première version, un livre que je viens de traduire qui s'appellera, quand il sortira l'année prochaine, Le crépuscule de la Hanse galactique, qui se déroule en grande partie sur une planète qui a été colonisée par des terriens, une planète où il n'y avait pas de vie indigène intelligente, donc tout va bien. Et il a évolué sur cette planète une société très bizarre qui ressemble à une sorte de féodalité où les nobles seraient des dirigeants d'entreprise. Enfin, des pionniers, quoi, des entrepreneurs au sens des gens qui se démerdent, qui mettent la main à la pâte, etc. Et comme ça se passe dans un cosmos humain où il y a un langage universel qui est l'anglique, un dérivé de l'anglais, comme maintenant l'anglais est un peu le langage universel parce que c'est la culture dominante, comme tu le disais tout à l'heure. Et cette planète c'est un peu une province par rapport à la Terre, qui est le lieu de pouvoir, etc. Et petit à petit, c'est mentionné tel quel dans le texte, mais sous forme de détails, les gens ont adopté déjà une démarche différente, une façon de se mouvoir différente, et un langage qui s'est légèrement modifié. Et l'auteur, un Américain, Poul Anderson, américain d'origine danoise, il a semé des petites graines de mots que j'ai eu énormément de mal à identifier, même en faisant des recherches, et je me suis aperçu que c'est des mots d'origine écossaise. Mais c'était pas des mots qu'on s'attendrait à trouver comme kilt, lock, etc. C'était des petites expressions personnellement, je n'avais jamais rencontré. Il a fallu que je fouille pour trouver ce que c'était. Et alors donc, la question se pose pour moi en tant que traducteur, qu'est-ce que je fais? Si je garde les mots tels quels, le lecteur français, à moins qu'il soit un spécialiste des études celtiques, il ne va pas comprendre. Donc il faut que je trouve quelque chose. Et alors là, comme c'est une planète qui n'est pas uniquement peuplée d'Écossais, il y a des gens qui ont des noms anglo-saxons, il y a des gens qui ont des noms allemands. Un des héros se souvient de toutes les choses qui l'ont marqué sur Terre. Alors il parle des joutes poétiques écossaises, mais il parle aussi des bourgeois de Calais, il parle de la Méditerranée, etc. Donc c'est des gens qui viennent de la Terre et qui ont gardé quelques éléments en particulier pour se caractériser. Donc pour l'instant, je n'ai pas encore cherché, mais je pense que je vais essayer de trouver des mots de vieux français. Des mots qui puissent être... Parce que c'est vraiment un élément de décor, ça n'a rien à voir avec l'intrigue. Ça n'a pas de sens par rapport à l'intrigue, au personnage, etc. C'est un élément de décor, de caractérisation d'une société, mais je ne peux pas laisser des mots en écossais ancien, personne ne comprendrait. Donc là, je suis obligé de faire le traître. Alors, il y avait une autre question, on va en prendre une, et ensuite je relancerai mes propres questionnements, sauf si... Oui, bon, il y en a une ici, du coup. Bonjour. Bonjour. Depuis le début, on parle donc d'échange d'informations et de compréhension entre deux espèces intelligentes, que ce soit par la parole ou par des signaux. Et il y a toujours quelque chose qui, moi, m'a frappé, par exemple, dans Star Wars, c'est que en fait, les protagonistes échangent avec des droïdes. Les droïdes ne parlent pas l'humain ou l'espèce, et pourtant ils se comprennent. Chacun se comprend. Et j'ai toujours trouvé ça intéressant qu'on ne donne pas un langage humain à un droïde, puisque on suppose que les droïdes ont été créés par des humains. Donc, ma question, c'est qu'en fait, quel est l'intérêt en fait sur ce genre de cas, pour des écrivains ou des auteurs ou des traducteurs, de se dire je ne fais pas de traduction d'une espèce, enfin, d'une machine, une espèce qui a été inventée, dont on peut contrôler la sémantique, et je décide que mes personnages se comprennent, malgré que le langage, même s'il devrait être le même, n'est pas le même. On peut ajouter que pour Star Wars, le même dispositif est employé pour un certain nombre de langages extraterrestres. Le Wookiee notamment,
le Wookiee que tout le monde comprend apparemment, et on se demande un petit peu pourquoi les Wookiees n'arrivent pas à parler que dans le même langue que les autres, mais justement, c'est un choix, là pour le coup, c'est un choix esthétique. Alors, donc, que dire de ce choix esthétique si Yannick Kompala? Après tout, pas forcément éloigné de nous, nos comportements avec des animaux domestiques. Il y a des formes de communication qu'on arrive à instaurer avec un chien, un chat. Ouais, enfin voilà, ça suppose une forme de familiarité avec l'animal, mais après tout, l'animal domestique comprend ou décode certains de nos comportements, et nous décodons aussi certains des comportements de l'animal, mais sans passer par une forme de langage. Donc il y a des formes d'affinité qui peuvent se créer avec l'accoutumance entre un animal. Alors, l'analogie, d'accord, n'est pas tout à fait similaire. Pour Star Wars, on est quand même dans quelque chose qui est de l'ordre de la communication. Alors évidemment, mais finalement, pourquoi représenter? C'est vrai que c'est assez frappant parce qu'on a à la fois cet obstacle esthétique de ce blocage pour l'auditeur. L'auditeur ne peut pas comprendre ce que dit R2D2, ne peut pas comprendre ce que dit Chewbacca, enfin, ou approximativement. Alors que visiblement, c'est une situation de communication sans aucun problème. Et pourquoi finalement avoir cette représentation-là? Mais si mes souvenirs sont bons, Han Solo comprend tout ce que dit Chewbacca. C'est bien ça. Voilà, mais il est peut-être le seul. Et C3PO traduit les bruits bizarres que fait R2D2, quoi. Et moi, ça me rappelle, alors on va sortir violemment de la science-fiction. Je pense, enfin bon, je connais pas assez bien Star Wars, j'en suis resté à la première trilogie, honte sur moi, mais il me semble que c'est plutôt là un dispositif d'ironie, d'humour. Et là, je pense à Lucky Luke. Si vous lisez attentivement Lucky Luke, du moins à l'époque où Goscinny l'écrivait, parce que je pense que les scénaristes successifs ne se sont pas rendus compte de ce niveau de lecture, il n'y a que le lecteur qui sait ce que dit Jolly Jumper et Entend-Plan. Lucky Luke, il ne sait pas ce que dit Jolly Jumper. Jolly Jumper ne parle que pour le lecteur. Donc c'est de l'ironie, c'est de l'humour. Moi, je ne vais pas chercher plus loin, je ne me pose pas la question, est-ce que Lucky Luke est tombé sur un cheval qui maîtrise le langage? Vous voyez? Donc mais c'est un dispositif inversé, parce que dans ce cas-là, voilà, il y a c'est inversé par rapport à Star Wars. Il y a une transparence du discours, comme pour Milou d'ailleurs, qui assez rapidement ne dialogue plus avec Tintin, mais commente. Voilà. Et Spip dans Spirou et Fantasio. Voilà, donc des animaux dont le langage est transparent pour nous, mais finalement... c'est un commentaire ironique. Voilà. Christian Léaurier, donc je sais pas, on est sur Spip et Milou. Donc, Non, là, j'ai pas de lumière sur... Non, mais pour reprendre l'exemple de Star Wars... Bon, c'est un procédé qui marche à l'image au cinéma. En écriture, je ne vois pas comment on peut le rendre. Alors, j'avoue que j'ai pas lu les... En bande dessinée, on peut le rendre. Oui. Et alors justement, une des inspirations de Star Wars, c'est quand même Valérian, dont on voyait des choses. Et une des choses que Mézières et Christin ont fait, c'est justement inscrire du langage, un petit peu comme le galactique là qu'on voit traduit, du langage incompréhensible, fait de signes, pour signaler la difficulté de compréhension. Mais c'est vrai que dans l'écriture, le seul recours, c'est le recours phonétique. Mais c'est quelque chose qui n'est pas très satisfaisant, je crois. Et esthétiquement, c'est pas terrible non plus. C'est ça. Finalement, ça va simplement montrer les difficultés. Mais alors justement, par rapport à ça, ma question suivante, c'était un petit peu justement cette question de comment représenter la difficulté du contact. Et on a évoqué tout à l'heure Solaris, il y a également la rencontre du troisième type, on a Arrival, premier contact, qui vient de la nouvelle de Ted Chiang. Et il y a cette question de, finalement, ça fait partie des problématiques abordées dans des récits de science-fiction, il y a la question de comment déchiffrer une langue. On a évoqué tout à l'heure la solution mathématique, mais finalement, dans quelle mesure y a-t-il dans la science-fiction une réflexion, une représentation de la profondeur et des difficultés que posent des interactions, surtout dans des contextes de non. Ça fait trop longtemps que je l'ai pas lu. Je n'ai pas lu la nouvelle traduction mise à jour, mais on peut parler de l'enchâssement de Jane Watson. Mais je dis ça fait trop longtemps que je l'ai pas lu, donc. Donc nous en parlerons éventuellement. Mais... Voilà, mais si quelqu'un a d'autres souvenirs plus récents, c'est. Je me souviens surtout d'une espèce de confusion qui se résout peu à peu, mais c'est tout. Voilà. Moi non plus, je l'ai pas relu pour ça. J'aurais peut-être dû. On n'en a pas parlé, donc. Alors, sur des lumières sur la représentation, la difficulté de représentation des contacts.
La difficulté, c'est soit le contact a lieu, et là, il y a effectivement on trouve une solution pour rentrer en contact avec l'extraterrestre. Alors, il y a des solutions que j'appellerais magiques, c'est-à-dire où on se pose pas trop la question, c'est on rentre par télépathie ou au moyen d'une machine qui vous traduit n'importe quel langage. Bon. Et puis il y a effectivement les tentatives qu'on évoquait, c'est-à-dire comme dans Rencontre du troisième type, à travers des échanges de notes de musique qui ne signifient rien d'autre que on a compris que vous êtes une espèce intelligente et que vous souhaitez rentrer en contact avec nous. C'est le seul message qui est délivré finalement par ces séries de notes. Tout à l'heure, on évoquait la table périodique des éléments. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, voilà, nous sommes une espèce qui avons atteint un niveau de connaissance physique assez élaboré. Bon, si les extraterrestres n'ont pas compris que parce qu'ils ont un vaisseau en face d'eux, les gens qui habitent le vaisseau ont atteint quand même un niveau technique assez élaboré, c'est que vraiment, il n'y a pas d'intérêt à rentrer en contact avec eux. Donc, en fait, c'est des coucous qu'on se fait, mais qui ne permettent pas de vrais contacts. Et puis, il y a l'absolu qui est le contact ne se fait pas. Je pense à Rama, par exemple, où on a la trace de l'existence d'extraterrestres qui ont atteint un niveau technologique, mais c'est tout ce qu'on peut en dire, et on ne les voit même pas, on ne sait même pas s'ils sont là, parce qu'on ne sait pas ce à quoi s'attendre. Est-ce qu'ils ont un corps? Est-ce qu'ils n'ont pas... bon. Solaris, il y a ce genre d'exemple. Donc la problématique du contact, soit elle est éludée, généralement, bon, il a eu lieu, et soit elle aboutit quand même à un certain nombre d'apories. Hein. Oui, ce que montrent aussi ces œuvres, c'est qu'il faut une compétence pour faire ce travail de traduction et de décryptage. Et un des tropes qui est fréquemment introduit dans ces œuvres-là, c'est effectivement la présence de scientifiques. Et c'est voilà l'intérêt de Premier Contact, c'est de montrer quel type de compétences on va aller chercher pour traduire un langage qui n'est pas accessible directement aux humains. Et c'est assez intéressant de voir voilà le trope du compétent qui vient ajouter effectivement ses connaissances, soit mathématiques, soit physiques, soit linguistiques, pour essayer de décrypter. Voilà. Et la compétence n'est jamais acquise. C'est ce que montrent aussi ces œuvres-là. Donc, à moins d'avoir effectivement des formes d'empathie, de télépathie et de dispositifs magiques. Des raccourcis divers. Mais en un sens, Solaris, qu'on évoquait tout à l'heure, fonctionne aussi sur cette logique du contact direct avec le cerveau. Puisque s'il y a contact, on ne sait pas, hein, s'il y a contact avec Solaris, c'est aussi par le biais justement du fantasme, du rêve, de la copie cérébrale, enfin, ce type de démarche. C'est-à-dire l'idée qu'il y a au contraire une sorte de potentiellement un accès que Solaris peut avoir aux humains, et ce que les humains constatent, c'est au contraire l'opacité du signe et la difficulté, la résistance de la communication. Mais à cet égard, ce qui est frappant, c'est tout de même que justement, il y a une fausse évidence dans Solaris, puisque les doubles qui sont envoyés depuis la planète sont parfaitement capables de parler dans la langue. Et donc la langue n'est plus un obstacle, sauf qu'elle désigne une absence. Elle désigne quelque chose qui ne prend pas sens malgré tout. Et donc il y a aussi, enfin, il me semble que dans ces démarches-là, il y a aussi l'expérience de la limite, l'expérience de quelque chose qui ne peut pas être transmis. Et à cet égard, il y a un centre de fiction, de science-fiction, qui justement joue sur la difficulté de percevoir de percevoir le sens exact des termes. Et là, on parlait tout à l'heure des termes empruntés à l'écossais, mais il y a tout de même quelques exemples de fiction linguistique, de science-fiction linguistique, qui mettent en avant cette difficulté, cette opacité, cette nécessité de s'approprier une langue différente. Je pense à Énigme Archer, je pense à Surface de la planète, des romans qui peuvent être difficiles à lire, peuvent être fascinants. Il y a aussi, dans Cloud Atlas, il y a une partie des récits qui jouent sur cette fiction linguistique. Finalement, dans quelle mesure ici y a-t-il production de quelque chose de nouveau? Est-ce que le fait qu'on soit confronté à ça, c'est devoir se résoudre à l'impossibilité de comprendre finalement une langue donnée?
Et indirectement, comment est-ce qu'on traduit ça quand on est traducteur? Alors, je crois que tu n'as jamais eu besoin de le faire. Non, directement. j'ai jamais travaillé sur des ouvrages présentant ce genre de difficultés. Et honnêtement, j'ai beaucoup d'admiration pour les confrères et les consoeurs qui ont réussi à en tirer quelque chose. Hein. Parce que déjà, le travail de traducteur est assez difficile comme ça. Si en plus on doit rajouter des jeux sur le langage, des concepts comme ça, moi, honnêtement, je me sens incapable d'attaquer quelque chose comme ça. Quoi, hein. Mais c'est dommage qu'on n'ait pas... je crois qu'il est occupé, Patrick Marcel est sur une autre table ronde. Lui, le travail qu'il a fait sur Anne Leckie, déjà sur la représentation du genre, tout ce que ça l'a amené à faire comme triturage sur la langue française, parce que l'anglais, Anne Leckie, dans son anglais, elle avait trouvé un système logique qui n'était pas transposable tel quel en français. Et moi, je me suis retrouvé avec... Alors, si, à un niveau très très modeste, dans Les meurtres de Molly Southbourne de Ted Thompson, qui est paru cette année au Bélial, je résume brièvement, mais ça raconte la vie d'une petite fille de l'enfant jusqu'à l'âge adulte, qui chaque fois qu'elle saigne, parce que sa mère a dû subir une expérience bizarre, chaque fois qu'elle saigne, les gouttes de sang se mélangeant à la matière environnante produisent un double exact d'elle-même, qui a son apparence et ses souvenirs et qui essaye aussitôt de la tuer. Bon. Et cette petite fille s'appelle Molly avec un M majuscule, et les doubles, elle les appelle des Molly avec un M minuscule, et parfois il y en a une qui apparaît, parfois elle a été négligente, elle a saigné un peu partout, il y en a 3 ou 4 qui débarquent, et ces Molly, elle les désigne par le pronom anglais it. C'est-à-dire que si j'avais voulu traduire littéralement, je les aurais appelées, je n'aurais pas dit elle se jeta sur Molly, mais ça se jeta sur Molly. Bon, donc déjà, ça aurait été un peu lourd. Le problème, c'est que ça, en français, n'a pas de pluriel. Alors, qu'est-ce que je fais quand il y a 3 Molly? Donc, j'ai contraint et forcé, je les ai mis, comme ce sont des petites filles, je les ai appelées elles. Je ne pouvais pas faire autrement, à moins de jouer, d'inventer quelque chose, un nouveau terme, ou de regarder dans tout ce qui se développe autour du mouvement queer, s'ils n'avaient pas déjà pensé à ça. Mais ce n'était pas le propos du texte. Vous voyez, donc là, j'avais... déjà un jeu sur la langue anglaise et qui respectait en tout point la grammaire anglaise que je ne pouvais pas transposer avec la même puissance en français. J'ai dû faire un compromis et sans qu'il y ait besoin de termes fictifs ou d'invention ou de spéculation. Déjà les difficultés d'une langue à l'autre. Alors si vous ne voulez pas spécialement poursuivre, on va rouvrir les questions au public dans le temps qui nous reste. Il y a une question juste là. Est-ce qu'il y aura, je sais pas, le micro a disparu? Pardon, merci. Voilà, il arrive. Est-ce qu'il y aura une autre question que je repère déjà, juste derrière, juste là? D'accord, ok, très bien. Alors la première question était là, mais c'est pas grave, on peut tourner après. D'accord, juste là. Oui, c'est pour savoir qu'en fait, si dans les langages, par exemple, dans cette conférence, bah, si je pense au système de langage pour interpréter différents, bah, par exemple, dans l'exemple des petites filles, des Molly, en fait, si j'ai entendu le terme ça fait penser vaguement au truc du clown, en fait, ça, juste une brève mention, en fait. Mais sinon, en fait, si j'aurais pu donner un terme à 3 ou 4 Molly, ça aurait pu être des San, en fait. Quelque chose comme ça, en fait. Je vous l'ai dit, l'auteur n'invente aucun mot, n'invente aucune façon de désigner les gens. C'est vrai que le pluriel de it, de he et de she, c'est they. Et c'est le lecteur anglais, il comprend par le contexte que c'est un mélange de choses, un groupe d'hommes, un groupe de femmes ou un groupe mixte, etc. C'est pas du tout la même chose qu'en français où on a les règles de la grammaire classique. Si j'écris ils, ce sont soit des hommes et des femmes. Si j'écris elles, ES, ce sont que des femmes dont il est question. Et si ce sont des objets, ça dépend si l'objet, parce qu'on n'a pas de neutre en France. Une table, c'est féminin. Un micro, c'est masculin. Alors que pour les Anglais, c'est it. L'un comme l'autre. C'est
la simple différence entre les deux langages qui m'a coincé. Le micro. Pardon. C'est la simple différence entre les deux langages qui m'a posé problème et que j'ai fait au mieux. Alors, Et je ne pouvais pas inventer un terme nouveau, c'était pas dans le propos du livre. Alors, il y avait une question derrière, juste au deuxième, troisième rang. Voilà. Oui, pour rebondir justement sur ce que vous disiez, Monsieur Breck, à l'instant, je pense par exemple, je me demande comment a fait le traducteur de To Like the Lightning de Ada Palmer, où justement pour éviter à la fois le neutre et le féminin et le masculin, l'autrice d'ailleurs, a désigné des personnages au singulier par they et them. Voilà. Ce qui est un usage tout à fait correct en anglais, par ailleurs. C'est une façon de désigner très ancienne. D'abord, le traducteur d'Ada Palmer est une traductrice. Et justement, il se trouve que hier, j'étais assis à côté de Joe Walton et Ada Palmer au restaurant. Elle en a parlé, ou alors c'est quelqu'un d'autre qui m'en a parlé. Cet usage de they pour désigner une personne qui ne se revendique pas d'une identité genrée précise, ça vient d'entrer dans le Merriam-Webster. Mais il se trouve qu'Ada Palmer avait émis cette hypothèse avant que ça devienne adopté par le mouvement queer, quoi. Donc effectivement, alors je ne sais pas comment la traductrice Michel Charrier, qui d'ailleurs je pense est en table ronde en ce moment avec Ada Palmer, ça doit être l'auteur et son nom, je crois que c'est en ce moment, parce que j'aurais voulu y aller, mais malheureusement j'étais retenu ici. Justement, c'est une question qui m'intéressait moi aussi. Ça doit rejoindre le travail de Patrick Marcel sur les livres d'Anne Leakey. Donc là, il faut les coincer dans un couloir et leur poser la question. Alors, on va prendre une dernière question. Il y avait par là, et nous libérons les choses. Bonjour messieurs. Ma question s'adresse plus particulièrement à monsieur Léaurier. Je reviens sur ce que vous avez énoncé tout à l'heure, à savoir que pour communiquer avec des extraterrestres, on pouvait souhaiter la communication si ceux d'en face avaient une forme d'intelligence. Est-ce que j'ai bien compris? Est-ce que vous pouvez développer et m'expliquer si ceux d'en face, vous estimez qu'il n'y a pas d'intelligence, on n'y va pas, on ne va pas communiquer avec eux? Est-ce que vous pourriez développer sur... essayer de m'apporter une réponse, s'il vous plaît, merci. C'est pas qu'on ne va pas, c'est qu'on ne va pas pouvoir. On a pris tout à l'heure l'exemple de la communication avec l'animal. Évidemment qu'on établit des communications avec certains animaux, pas avec tous, parce que plus ils sont éloignés de notre propre genre, plus c'est difficile. On sait interpréter les expressions d'un chien, d'un chat, parce que ce sont des animaux qui sont d'abord des mammifères et qui sont, en plus, qui vivent en symbiose avec nous. L'expression d'un crabe, c'est déjà plus difficile. Même s'il y a des éthologues qui vont vous expliquer qu'ils changent de couleur. Et c'est ça la difficulté. C'est-à-dire on ne communique finalement que à notre niveau. C'est-à-dire une autre difficulté, on peut très bien envisager des extraterrestres qui ont atteint un tel niveau supérieur, et certains récits le font d'ailleurs, qu'ils éprouvent aucun intérêt à rentrer en communication avec nous et ils attendent qu'on se développe et qu'on devienne suffisamment intelligent pour eux. C'était pas du tout du triomphalisme de la part de l'homme. C'est que tout simplement, on ne peut communiquer qu'à notre niveau. Je profite d'ailleurs d'avoir la parole pour rebondir un petit peu sur ce qui a été dit tout à l'heure, et en le disant, je suis en train de perdre le fil, donc c'est un peu compliqué. Ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, quand on met en évidence la difficulté à communiquer avec l'extraterrestre, puisque la science-fiction, tout le monde le sait, ça parle pas du futur, mais ça parle de notre présent, c'est aussi mettre en évidence la difficulté que nous avons à communiquer avec nos propres contemporains et à nous faire comprendre de tous, parce que nous n'avons précisément pas les mêmes cultures. Ça se ramène à ce qu'on a dit tout à l'heure. Quelquefois, on l'utilise d'ailleurs. Combien de techniciens jargonnent quand ils sont acculés? Ils se mettent à employer des termes techniques comme ça. Le signal qu'ils renvoient, c'est
Moi, je sais ce que je dis. Par conséquent, faites-moi confiance, je vais résoudre votre problème. Ça, bon, si vous n'avez pas compris, tant pis pour vous. Donc, le langage sert à communiquer, mais il sert aussi à cacher et à embrouiller. Alors, on terminera sur l'ambiguïté, sur l'embrouille. Merci pour votre participation. Merci à nos invités, Yannick Rumpala, Christian Léourier, Jean-Daniel Brech, que vous pouvez retrouver sur le festival, dans la librairie, et leurs œuvres en librairie notamment. Et tout de suite, on va enchaîner sur le prix Julia Verlanger, avec des lectures de textes magnifiques.